Et nous alors ? Et nous alors ? Eh oui, Et nous alors, c'est un podcast sur des sujets sous-cotés dont on entend peu parler. Des thèmes qui ont leur place dans la lumière et des témoignages de personnes voulant faire entendre leur voix. L'occasion de déconstruire certaines idées reçues et casser quelques tabous. Avis aux curieux, tendez l'oreille. Vous êtes plutôt dans la team « jamais sans mon sport » ou dans la team « le sport c'est souffrir et tu cherches où se cache ta motivation ». Le sport c'est un domaine où s'exprime le plus souvent le dépassement de soi, trouver ses limites, aller toujours plus loin. On dit souvent « c'est dans la tête ». Est-ce que malgré la difficulté physique, notre mental peut prendre le dessus ? Mon amie Alice est mon invitée du jour. Je suis absolument admirative de son palmarès et j'avais très envie qu'elle nous raconte ce que le sport représente dans sa vie. Salut Alice! Salut Kadou! Ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. Moi aussi. Comment tu te sens? Bah ça va, un petit peu stressée quand même. Ouais, ça fait toujours bizarre à tout le monde en général comme ça la première fois. Mais ça va bien se passer. J'espère. Je vais être gentille. Du coup, on est là un peu pour parler du thème du dépassement de soi parce que moi, depuis que je te connais, du coup, je t'admire parce qu'effectivement, je te vois faire des choses et je me dis, mais jamais de la vie, je peux faire ça. Et je trouve ça super et je veux savoir voilà, un petit peu comment on en arrive là, quoi. Et donc déjà, est-ce que tu peux nous dire quand a commencé la passion que tu as pour le sport ? Alors, j'ai toujours plus ou moins couru, notamment avec mon père quand j'étais petite. On allait à la montagne, on montait en marchant, dévalait les pentes en courant. Et ensuite, c'est ma mère qui s'est mise à la course à pied quand j'avais 14 ans. Et là, j'ai envie de dire, ça a vraiment été une révélation. J'ai commencé la compétition, donc voilà. Donc je dirais, vers l'âge de 14 ans à peu près. Et j'ai tout de suite été compétitrice, à vouloir être la première et à vouloir courir plus vite et plus longtemps. Ah oui, d'accord, ok, ce petit esprit compétition depuis le plus jeune âge. Tout à fait. C'est cool. Et du coup, donc, tu as une préférence pour la course, si j'entends bien, ou est-ce que dans le sport, il y a aussi d'autres types de sports qui t'animent ? Alors, la course, c'est vraiment c'est mon sport de prédilection. Après, je fais beaucoup de vélo. D'ailleurs, je vais travailler à vélo. Je me déplace beaucoup à vélo. La natation, on s'était croisés d'ailleurs une fois à la piscine. Ce qui est très rare. C'est vraiment, ça devait être... les étoiles étaient alignées parce que ça m'arrive pas tous les jours. D'ailleurs, tu faisais de la natation sociale, tu m'avais dit à l'époque. Oui, c'est ça, c'est pour papoter. Oui. La nage indienne, ça c'est moi, tout à fait. Donc voilà, non, moi c'est vraiment le sport en général, la randonnée aussi. J'aime le sport tout court en fait. Ouais. En fait, tu as pratiqué plusieurs sports en grandissant, vraiment des sports de club, j'ai envie de dire. La course à pied était le seul sport de club. Les autres sports, non. C'était en rencontrant mon conjoint qui fait beaucoup de vélo. Du coup, il m'a mis vraiment au vélo de route. La piscine, non. Ça a été plutôt le sport, même si je ne fais pas de la piscine sociale, mais de la piscine sportive. C'est un sport plutôt détente, on va dire. Hein. Mais non, c'est vrai qu'à vélo, le vélo, beaucoup de vélo, mais pas en club, hein, plus avec mon conjoint ou en complément de la course à pied surtout. D'accord, ok. Et tu arrives à savoir ce qui t'anime, ce qui te motive justement dans le sport à 14 ans. Est-ce que c'était, je vais suivre les pas de mes parents ? Est-ce que c'était, mais j'adore ça procure quelque chose en moi qu'est-ce qui fait que finalement tu es aussi animée par le sport ? Alors, je pense que j'avais quand même des capacités et quand je l'ai compris, quand je l'ai su, j'ai voulu l'exploiter parce que j'aimais la compétition, j'aimais être la première, j'aimais être... je suis quelqu'un de timide de base et là, on pouvait me voir en fait. Donc, c'est vraiment ça je pense, qui m'a animée dans un premier temps, notamment à cet âge-là. Donc de faire en fait de la compétition, donc d'être première, ça me permettait, moi qui étais surtout une enfant assez timide, une adolescente timide, de gagner en confiance en moi.
Oui, ouais, je comprends parce que finalement, quand on est timide, on prend pas autant de place que d'autres, etc. Là, ça permet aussi d'avoir une place euh, et à sa juste valeur aussi. Oui, exactement. Donc, la famille était fière, Ouais, le club était fier, ouais. et puis voilà. Donc, le plus dur, c'était quand il fallait monter sur le podium et parler au micro. Effectivement, là, mais ça, c'est un exercice sur lequel j'ai fini par, comment dire, je ne dirais pas prendre goût, mais en tout cas, ça a été plus facile après. C'est pour ça que là, tu es tout à fait à l'aise. Hein, Oui, ça va. On est comme à la maison. Hein. C'est bien. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, et donc, est-ce que tu peux me dire le souvenir que tu gardes de ta toute première course? Alors, ma toute première course, parce que bon, c'est difficile de savoir exactement quelle a été la première course, mais on va dire la première course en tant que licenciée de club, je devais avoir 14-15 ans. C'était une course dans la ville à Vedène, donc la ville où je vivais à l'époque. J'ai fini première de ma catégorie, pas de la course. Là, Bravo! mais première de ma catégorie, mais j'étais seule dans ma catégorie. Ah, d'accord. Donc oui, je suis montée sur le podium, mais j'étais la seule parce que c'était des catégories où je devais avoir 14-15 ans. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui faisaient ce type de course. Donc voilà. Après, sinon, j'en ai une autre en tête. Ça a été un trail il y a à peu près 15 ans de 24 km, sachant que j'en ai fait maintenant des beaucoup plus gros. Et ça a été très dur, très très dur. Là, j'ai rien gagné du tout. J'ai juste... ça a été Finir. finir, exactement. Je me suis fait doubler à la fin. Enfin, ça a été un petit peu le calvaire, mais c'était juste finir. Voilà. Ben oui, oui, oui. C'est un défi. Quelque chose que je serais incapable de faire, finir la course. Oh, détrompe-toi, hein, si tu t'y mettais. Oui, ben je pense que c'est un peu de ça aussi que j'ai envie de discuter, c'est de dire les limites, comment je sais à quel point je peux bouleverser mes propres limites, comme ce que toi tu as pu faire. Mais et est-ce que du coup, on parlait de finir, il y a déjà une course que tu n'as pas finie? Non, j'ai pas le souvenir d'avoir abandonné une course. Je n'ai pas pris le départ plusieurs fois à cause de blessures. Abandonné, non, jamais. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Voilà, la seule raison pour laquelle j'aurais pu abandonner, ça ne s'est pas passé, je touche du bois, c'est si je me blesse. Si je me fais Oui. mal, effectivement, là oui. Mais non, ça, même dans la douleur, jusqu'au bout. Ouais, ouais, on va en parler aussi, effectivement. C'est combattre la douleur malgré tout pour arriver jusqu'à la fin. Mais c'est marrant parce que du coup, sur la course, moi personnellement, c'est vraiment typiquement le sport où en fait je m'ennuie. Si je cours, j'ai l'impression de rien faire. Enfin, je m'ennuie. J'ai du mal à courir, à prendre plaisir à courir. Et, euh, et surtout, déjà, j'ai pas d'endurance, donc je m'arrête au bout de, de 2 minutes. Mais vraiment, je me demande, parce qu'il y a beaucoup, de plus en plus, j'ai l'impression, de personnes qui font de la course, du trail et des compétitions. C'est super, je trouve ça génial, mais effectivement, ça t'ennuie pas parfois de courir? C'est long. Oui, effectivement, c'est long. Moi, ça m'ennuie pas, d'autant plus que j'écoute pas du tout de musique pendant mes courses. Donc maintenant, on a plein d'outils pour justement casser l'ennui. C'est pour ça que beaucoup de gens se mettent à la course à pied, au trail. On peut écouter des musiques, on peut écouter des podcasts. Donc j'espère que d'ailleurs beaucoup de personnes écouteront ce podcast en courant, tes podcasts en courant. Merci, mais très bonne idée, ok, super, ça y est, tu m'as convaincue. Je vais courir dès demain. Mais moi, c'est vrai que je ne m'ennuie pas, je n'écoute rien. Je peux courir des heures et des heures sans rien. Mais justement, c'est de ça dont j'ai besoin. Cette espèce de vide, oui, je me recentre sur moi-même en fait. Voilà, je me recentre sur moi-même. Alors, je te cache pas qu'il y a des moments, c'est un petit peu long, mais je cours seule et sans musique et j'adore ça. C'est génial. D'ailleurs, tu dis je cours seule. Ça me fait penser. Récemment, je me suis dit, tiens, si j'essayais de me réconcilier avec la course et d'aller courir. Et en fait, il y a aussi ce côté un peu, j'ai peur d'aller courir seule
parce qu'on se sent pas forcément autant en sécurité qu'avant quand on est une femme et qu'on court seule voilà, dans des paysages un petit peu plus campagne ou plus excentrés. Et du coup, est-ce que toi, tu t'es déjà sentie en insécurité en allant courir toute seule? Non, jamais. En tout cas, pas avec les êtres humains, mais avec les chiens, ça m'est arrivé, effectivement. Oui, dans Marseille, à l'époque où je vivais à Marseille, je me suis fait courir après par des chiens. En campagne, ça m'est arrivé aussi, un chien de chasse qui m'a sauté dessus. Bon, il n'y a jamais eu rien de bien méchant, mais ouais. Non, je t'avoue que non, je me suis jamais sentie en insécurité. Non, voilà, effectivement, peut-être que là où je vais, c'est assez safe, mais après, il y a quand même des précautions à prendre, ne jamais courir toujours aux mêmes heures, aux mêmes endroits. Ça c'est clair. Après, aux horaires où moi je cours très souvent à 6h du matin, et je peux te dire qu'à 6h du matin en hiver, je ne croiserai pas grand monde, à part des lapins et des sangliers éventuellement. Tu te feras courser par d'autres types d'animaux à ce Exactement. moment-là. Non, c'est vrai que je me suis jamais retrouvée dans une situation compliquée, et je vais te dire, je pense qu'on est plus en sécurité. Ça c'est mon point de vue, peut-être que tout le monde ne partagerait pas le même point de vue que moi. Moi, je me sens beaucoup plus en sécurité en campagne, voire en montagne, toute seule, qu'en ville, effectivement. Qu'aller courir en ville, où justement, il y a beaucoup plus de monde, de risque de croiser des gens. Donc, alors que quand je vais courir en montagne ou dans le Mont Ventoux, voilà, à part me faire mal, oui, mais... mon Dieu. Mais c'est terrible. Là, si tu te fais mal là-haut... Ça m'est arrivé. Bah oui, il me semble que ça t'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé une fois. Comment t'as géré ça? Au sommet, d'ailleurs. Je me suis fait une double entorse de la cheville. Voilà, donc une plaque de verglas mal placée. Je ne l'ai pas vue, je suis tombée. Au mois de mars, et justement pour revenir sur ce qu'on disait, là tu croises personne. Donc j'ai géré que je suis redescendue. Sur le moment, j'ai cru que à chaud, ça allait à peu près. Je sentais que c'était pas terrible, que je pouvais pas redescendre en courant, donc j'ai commencé en marchant. J'aurais dû réagir avant puisque j'avais du réseau tout là-haut. Et à peu près à mi-chemin dans la descente, ça commençait à aller très très mal. Et quand j'ai voulu appeler quelqu'un, il n'y avait plus de réseau. Donc je suis descendue en marchant tranquillement. J'ai mis très 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 longtemps. Mon Dieu. Voilà. Ah ouais, et avec une douleur... croissante. Avec une douleur croissante. Voilà. Mais bon, on va dire que derrière, c'était douloureux, mais derrière, il n'y a pas eu de grand... J'ai été arrêtée quelque temps, et puis bon, après, c'était reparti. Hein. Mais tu vois, c'est là qu'on voit la force de caractère, la force de la personne à persévérer et à se dépasser. Enfin, moi, je me fais une entorse là-haut, tu peux être sûr que soit je décède sur place, voilà, soit je hurle « Envoyez-moi un hélicoptère !» Bon. Après, je connais mon corps, je sais jusqu'où je peux aller. Donc là, je savais que, bon, ça pouvait... ça passerait, mais la douleur fait partie même sans blessure, la douleur fait partie de mon quotidien. Donc, je savais que ça le ferait, que là, j'en étais pas à un point où c'était grave. Mais quand même, oui, si on était venu me chercher, ça m'aurait quand même bien arrangé. Hein. Je serais rentrée plus vite. Tu m'étonnes. Mais effectivement, en fait, peut-être qu'à force et avec le temps, tu as appris à vivre avec la douleur. Du coup, effectivement, tu la supportes mieux, entre guillemets. Ça veut pas dire que tu la supportes tout court, mais tu apprends à vivre avec. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est pas agréable quand on a une douleur, mais disons que ça permet de savoir où on en est physiquement. Ça permet de savoir, même pendant la course, ça permet de savoir, voilà, est-ce que j'ai dépassé les bornes, est-ce que je vais trop vite, est-ce que je vais trop loin. Et apprivoiser cette douleur permet aussi d'aller plus vite et d'aller plus loin, en fait, tout simplement. Oui, tu es à l'écoute de ton corps aussi, en fait. Tout à fait, exactement. Ouais. Après, il y a eu des blessures et des douleurs où, je te parlais des courses que j'ai pas pu honorer, où j'ai pas pu prendre le départ, mais parce que là, la douleur était trop importante et trop... je savais que j'allais me faire encore plus mal et que j'allais, du coup, certainement ruiner ma saison. Donc, Tu préfères peut-être presque, en fait, ne pas t'engager dans une course, sachant que
il y a peu de chances que tu la finisses parce que t'as trop mal, plutôt que de l'engager et de ne pas la finir, justement. Exactement. Et je préfère me blesser pendant la course en me disant, c'est pas grave, j'irai quand même jusqu'au bout, plutôt que de prendre le départ, effectivement, avec déjà des douleurs, en me disant, voilà, là, je risque d'abandonner si je prends ce départ. Ouais. Et comment ça se passe un entraînement pour des événements sportifs vraiment de haut niveau, type trail, ultra trail Alors, l'entraînement varie en fonction de ce que tu prépares. Moi, j'ai à peu près préparé tout type de distance, hein, donc du 1500 mètres sur piste à l'ultra-trail comme l'ultra-trail du Mont Blanc, donc 176 km. Donc, selon ce qu'on prépare, on va faire des séances de fractionnés, donc ce sont des séances d'accélération sur 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et ainsi de suite. Ça, on va dire, c'est plus pour travailler les efforts courts, donc jusqu'à 10 km, 20 km. Et après, quand tu commences à passer sur du semi-marathon, du trail et ultra-trail, tu vas t'entraîner sur des séances très longues, partir des heures et des heures dans la montagne, en fonction du profil du parcours que tu prépares. Typiquement, pour un UTMB, oui, il a fallu que j'aille à la montagne pendant des heures pour préparer ça, pour courir, marcher pendant X temps. Oui, par exemple, si tu dois préparer l'Ultra Trail du Mont Blanc, tu commences à t'entraîner combien de temps avant ? Enfin, tu t'entraînes plus ou moins tout le temps de base, mais je veux dire, à quel moment tu fais le déclic de cet événement-là arrive, il faut quand même que je commence maintenant quelque chose d'un peu plus... Alors, effectivement, tu as raison, je m'entraîne tout le temps, je suis toujours entraînée, mais spécifiquement pour par exemple, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est donc fin août, j'ai commencé en mars. Donc en mars, où là, j'ai augmenté le volume de course à pied, diminué les séances intensives courtes, augmenté le vélo, parce que le vélo est un très bon complément pour tout ce qui est ultra-trail, parce que tu peux faire du volume d'entraînement sans trop t'abîmer, puisque c'est un sport porté. Et donc, donc à partir de mars, on va dire que j'ai commencé spécifiquement à préparer cette course. Ok, j'espère qu'on va la suivre en direct, on va être derrière toi, on va te soutenir à fond. Et c'est quoi le petit-déj de champion, justement parce que j'imagine, les sportifs, ils ont un petit rituel, un bon petit-déj protéiné peut-être ? Pas forcément, ça dépend. La protéine, on va dire, ce sera plus dans les repas dîner, déjeuner. Mon petit-déj à moi, j'adore le petit-déjeuner déjà. Alors tu vas être étonné, mais moi, c'est du pain, de l'huile, pain huilé, donc un peu gras, on va dire. Je suis étonnée. Voilà, exactement. Pain huilé avec éventuellement du fromage dessus. Un chocolat chaud et de la purée d'amande, donc très gras en fait. D'accord. Je mange gras le matin. Ok. Ouais. C'est un plaisir en fait. C'est la douceur du matin. C'est un plaisir. Ouais. C'est exactement. C'est la douceur du matin. Ouais. Après, pour ma part, je soigne énormément mon alimentation, pas que le petit-déj, hein, l'alimentation en général. Hein, ça fait vraiment partie intégrante donc, de l'entraînement, hein, puisque une bonne alimentation, c'est égal une bonne santé, donc des muscles forts, des tendons forts, et puis voilà. Et puis les entraînements, quand les entraînements sont compliqués, tu peux tenir longtemps. Voilà. Ouais, ok. Mais c'est intéressant parce que des fois, on a cette idée reçue que il faut prendre un petit déjeuner hyper... light ou protéiné, etc., pour les grands sportifs. Mais en fait, si tu fais aussi attention à tout le reste de ton alimentation, tu peux t'accorder des petits moments de plaisir. Oui, après, j'étais allée voir une diététicienne qui était spécialisée dans le sport, et c'est elle qui m'avait conseillé un petit déj comme ça. Après, je pense qu'on a tous nos petites habitudes et nos plaisirs. Mais...
Et puis oui, je soigne mon alimentation, mais rien ne m'empêche de temps en temps de me faire plaisir, notamment en hiver manger une raclette, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Ah oui, je t'ai vu faire. Voilà, exactement. Et si on revient sur la course, est-ce que tu pourrais nous raconter ton plus beau souvenir de course ? Alors, mon plus beau, alors il y en a plein, c'est sûr. Alors ça a été, on va dire que celui qui me vient en premier à l'esprit, ça va être le marathon de Marseille en 2011 que j'ai gagné. Ça a été une grande surprise parce que c'était mon deuxième marathon et je ne m'attendais pas du tout à déjà courir aussi bien, à le gagner, accueilli en plus par la famille. Donc ça, c'est vrai que ça a été la première fois où j'ai pu passer la banderole en première, hein, en fait. Hein. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit moi. Ne me demande pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Peut-être que le profil de la coureuse ne correspondait pas à une gagnante, je ne sais pas. Ils m'ont enlevé la banderole avant que je passe. Mais pourquoi ? Ben oui, et on a dû refaire pour la photo, pour le journal. Oh non. On a dû refaire, ils m'ont remis la banderole. Donc je suis passée 2 fois, j'ai passé 2 fois la ligne d'arrivée. Ben c'est bien. Oui, oui, écoute. Première 2 fois, c'est mieux qu'une. Donc ça a été marquant pour 2 points, pour le fait de gagner, que c'était une surprise, mais aussi pour avoir passé 2 fois la ligne d'arrivée parce que personne ne pensait que je gagnerais cette course. Ouais. Et en fait, est-ce que ça ramène pas un petit goût de on m'a sous-estimé, donc ça donne pas encore plus de fierté finalement à la fin ? Si, complètement. Ah, mais complètement, bien sûr. Et c'est rigolo parce que je repense à ma timidité de base. C'est vrai que j'ai pas osé le dire en plus. Moi, je savais que j'avais gagné, donc je m'en fichais un petit peu. Et je revois ma mère sur le côté hurler, dire mais c'est elle qui a gagné. Donc, et c'est vrai que oui, c'était quand même une fierté parce que voilà, on t'attend pas et tu débarques. Et ça, c'est vrai que ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est sympa quand on surprend tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Et puis, je suis toujours fan des outsiders dans toutes les compétitions. Je suis pour celui qu'on n'attend pas. Parce que quand il y arrive, c'est encore plus... Gratifiant, voilà, c'est ça, exactement. Et donc là, c'était le plus beau souvenir. Et parlons du coup de l'inverse, en fait. La plus grosse difficulté, le moment le plus dur dans une de tes courses. Le moment le plus dur, c'est ma dernière grosse échéance, qui était donc l'UTMB en 2024. Et en fait, c'est la première fois que je sens que potentiellement je vais abandonner. Et ça a été un calvaire. Ça a été un calvaire. J'ai mis un petit moment derrière à me remettre, on va dire, sportivement de ça. J'avais été heureusement portée par la famille et les amis, ce qui a fait que voilà, je suis allée au bout. Mais en fait... Le moment où mon conjoint m'a posé la question, parce qu'il m'a posé la question, est-ce que tu veux abandonner ? Et que je l'ai regardé droit dans les yeux et que vraiment une petite voix me disait, mais franchement, oui, abandonne. J'ai dit non machinalement, mais franchement, ouais. Et ça, rien que voilà, le fait d'avoir pensé à abandonner, ça a été très très dur. Ouais. J'en ai pris un coup... au moral, à ma fierté. Et donc, je dirais que oui, c'est ça qui a été le plus dur. Après, non, dans mes courses, tu as toujours des moments... Dans les courses, tu as toujours des moments un petit peu difficiles, ce qui est normal, surtout dans des longues distances comme l'ultra-trail, où tu passes par toutes les phases. Donc oui, il y a des moments difficiles, des moments compliqués, mais de là, voilà, de vraiment... Il n'y a eu que cette course où ça a été finalement le plus compliqué. Ouais, je crois que tu m'avais parlé du manque de sommeil qui est dur à gérer et peut-être physiquement aussi les douleurs qui montent et qui montent. Oui, le manque de sommeil a été très dur à gérer sur cette course. D'ailleurs, ça a vraiment joué sur ma motivation. Et comme tu disais, oui, j'ai commencé à avoir des douleurs parce qu'il faut savoir que le cerveau... c'est lui qui
qui gère tout ton système de la douleur. Et quand le cerveau commence à ne plus fonctionner correctement à cause du manque de sommeil, j'ai commencé à souffrir, à énormément souffrir au niveau notamment des jambes, à souffrir gastriquement parlant. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette course, sur la fin, j'ai commencé à me réveiller parce que c'était ma deuxième nuit que le soleil a commencé à apparaître. Donc ça a dû réveiller mon cerveau et toutes mes douleurs ont disparu alors que je suis arrivée sur la fin de course. Donc ça, c'était quand même assez dingue. Donc, ouais. Et c'est là que mon erreur, le fait de ne pas courir, de courir sans musique, pour le coup, ça a été une erreur parce que beaucoup de gens sur des trails comme ça aussi longs courent en musique justement pour rester éveillé, rester focus sur la course. Ouais. D'accord. Et moi qui cours sans musique, sans podcast, sans son dans les oreilles, tu as plus facilement tendance à t'endormir. Donc voilà. Donc à réfléchir pour les prochaines, prochaines échéances. Ouais. Oui, tu restes pas arrêté là-dessus. Puis, est-ce que tu as des étapes de course du genre... la course est en plusieurs jours, plusieurs endroits. Donc, du coup, tu peux peut-être te dire, je la commence sans distraction. Puis après, pour poursuivre un petit peu plus, à ce moment-là, je vais me mettre des choses à écouter. Ou est-ce que tu es obligé, dès le départ, d'avoir des choses dans les oreilles ? Non. Tu as raison. En fait, notamment des courses aussi longues, tu as des étapes, tout simplement le jour, nuit. Ça démarrait à 18h, donc très rapidement, il allait faire nuit. Après, le jour se lève. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant d'utiliser les écouteurs la nuit pour rester éveillé. La journée, comme le soleil, pendant la phase diurne, on sécrète des hormones du réveil, en fait. Hein. On a moins besoin d'être stimulé. Alors que quand on passe en phase nocturne, notre corps sécrète des hormones du sommeil et c'est là qu'on a besoin d'être stimulé pour rester éveillé. Donc oui, effectivement, je pense que beaucoup de personnes utilisent ça pendant les phases de nuit. Après, je pense que tu dois en avoir un petit peu marre d'avoir des choses dans les oreilles. Donc je pense que quand tu en as marre, tu enlèves et quand tu sens que tu piques du nez, tu remets. Oui, tu es assez libre finalement dans comment tu choisis d'utiliser tes outils. Exactement, oui, tout à fait. Ouais, c'est très intéressant hein, parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout de ce milieu-là, donc je ne connais pas et j'apprends beaucoup de choses avec toi. Merci. Et donc, en définitive, quand on finit la course, c'est plaisir ou souffrance ? Ou les deux ? Alors, je dirais c'est les deux. Parce qu'on vient quand même chercher le plaisir, mais on vient quand même aussi chercher la souffrance, en tout cas en ce qui me concerne. C'est vrai que d'avoir souffert sur une course, oui, en fait, on est content. Moi, je suis contente d'avoir souffert sur une course, d'avoir tout donné, en fait. Et en règle générale, d'ailleurs, quand on arrive, qu'on est encore frais, je dis on, mais bon, parce que c'est quand même ce qui revient beaucoup chez les coureurs, mais quand on arrive... on est encore frais, on se dit, en fait, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu aller plus vite. Donc oui, quand on a tout donné, qu'on est vraiment crevé à la fin de la course, oui, c'est un réel plaisir. Ouais. Même si quand même, quand on est dans la souffrance, on a envie que ça se finisse. Donc, c'est quand même très particulier. Ouais, c'est paradoxal. C'est assez paradoxal. On veut que la souffrance s'arrête, mais elle est presque finalement le signe que tu as dépassé tes limites. Exactement. Et que tu as bien couru. Tout à fait. Et c'est souvent ce que je me demandais, je me disais comment on sait quand on peut aller plus loin. C'est-à-dire que souvent, on dit on veut dépasser ses limites, mais le mot limite, on a l'impression que c'est justement le fait qu'on ne peut pas aller au-delà. Et donc, quand on va au-delà, comment on arrive à se dire, mais il y a une fin ? Est-ce qu'il y a une fin ou est-ce qu'on peut toujours dépasser les limites et on peut toujours aller plus loin ? C'est une bonne question. Je ne pense pas en être arrivé à dépasser les limites, ou du moins... Je ne pense pas être arrivée à la limite. Voilà, je reviens toujours sur cette fameuse course, l'UTMB, où effectivement, je pense que là, je suis arrivée à la limite. En tout cas, ce jour-là, je suis arrivée à ma limite psychologique, mais je ne suis pas arrivée à ma limite physique. Je sentais que, si j'avais bien dormi, j'aurais pu complètement continuer. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'en arriver à
à vivre une limite physique. Je sais pas, je pense pas. Qu'est-ce que c'est que la limite physique? Voilà, est-ce qu'on est vraiment... est-ce que la douleur est insoutenable? Est-ce qu'on peut... Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de franchir la ligne d'arrivée en rampant. Je pense pas que j'ai vraiment envie de ça. Ouais, c'est pas glamour, pas ouf. Non, 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 non. En tout cas, je fais en sorte d'être toujours bien préparée pour ne pas arriver à... Voilà, à ne plus arriver à marcher, à ramper, voilà, comme je te disais, pour franchir la ligne d'arrivée. C'est pas trop mon objectif. Ouais. Et pourtant, je veux toujours aller plus loin. Ouais. Oui, 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 oui. En fait, il y a un truc de je veux me challenger. Bon, jusqu'où la vie nous le dira. Exactement. mais c'est intéressant, c'est vraiment important, je pense, ce que tu as dit aussi sur l'aspect psychologique. Parce qu'on imagine le sport, on pense beaucoup au rapport au corps, mais en fait, il y a aussi le psychologique, il y a la peur de l'échec, j'imagine, il y a le fait de « Ah, j'aurais pu faire mieux », tu parlais aussi tout à l'heure de ces questionnements-là. Donc, c'est comment on gère aussi le psychologique, finalement, et au-delà du physique. Alors j'ai un gros avantage, c'est que mon conjoint qui est très sportif aussi, qui fait beaucoup de compétitions, plus en vélo, mais il a fait aussi beaucoup de courses à pied, m'aide beaucoup à me rassurer, parce que moi c'est vrai que je doute beaucoup, malgré toutes les courses que j'ai pu faire, je doute beaucoup. Pas forcément de me dire est-ce que je vais arriver à la terminer, mais plutôt est-ce que je vais arriver à atteindre mon objectif, parce que moi je me fixe toujours des objectifs, que ce soit des objectifs temps, des objectifs place, hein, c'est-à-dire éventuellement faire un podium. Et c'est vrai que des fois, j'ai un petit peu du mal à le gérer. Et lui me rassure beaucoup au quotidien. Il me rassure, il me dit voilà, il me dit que ça va aller, que ça va le faire, que tu fais ce que tu peux. Voilà. Donc c'est vrai que ça aide les proches. Notamment lui, m'aide énormément au quotidien. Ouais, c'est vrai que le pouvoir des proches, de la famille, de ceux qu'on aime, il est infini, quoi. Ah, bah ça, je te le fais pas dire, hein, ça te permet de terminer une course, ça te permet même d'accélérer parfois. On n'a pas envie, ils sont là, ils sont venus exprès pour toi, tu n'as pas envie de les décevoir. Donc voilà, tu vas jusqu'au bout. Parce que voilà, tu veux leur montrer tu veux leur prouver que tu peux y arriver. Et c'est ce qui s'est passé, notamment voilà, pour l'UTMB ou encore une autre course en 2022 où j'avais beaucoup de proches sur place. Et voilà, tu te dis si j'abandonne, je vais les décevoir. Donc tu le fais pour eux à un moment donné. Ouais, je vois tout à fait. Et c'est marrant parce que alors moi, je ne suis pas du tout très sportive. Je commence tout juste. J'essaye. Je fais de mon mieux. C'est bien. Et donc récemment, effectivement, j'ai commencé un sport. Et c'est un sport un sport de groupe où il y a plusieurs personnes. Et on doit se challenger sur différentes machines, différents exercices. Et des personnes que je ne connais pas qui me disent « Allez, t'y es presque » parce qu'on a des objectifs à atteindre. « Allez, tu peux le faire ». Ben, grâce à ça, déjà, je monte d'un cran. C'est-à-dire que la fois d'avant, je l'ai fait juste avec moi-même. Je n'ai pas atteint l'objectif. Et avec les encouragements, j'ai dépassé l'objectif. Et je pense qu'il y a aussi c'est le côté, quand on est encouragé, on arrive vraiment à se concentrer, à dépasser justement un peu une petite limite qu'on se donne et aller plus loin. Oui, c'est vrai. Et ça, on le voit aussi beaucoup en club, notamment sur les entraînements. Parce que je m'entraîne beaucoup seule, mais je m'entraîne aussi en club. Et je ne fais pas du tout les mêmes séances. Quand je suis en club, je vais plus vite parce qu'il y a donc déjà l'entraîneur, mais il y a aussi les copains avec qui on court, qui nous encouragent. Donc c'est vrai que... Oui, quand on est en groupe, quand on a du monde qui nous crie dessus, peu importe. Oui, dès qu'on te hurle dessus, dès qu'on te hurle dessus, ça galvanise énormément. Tu gagnes du niveau. Exactement. Donc oui, c'est vrai que c'est aussi très intéressant d'avoir du monde. C'est bien d'être seul aussi pour se recentrer, pour être concentré, parce que ça c'est important. On parle donc de l'aspect psychologique et d'être seul, d'être concentré, d'être concentré sur son objectif, parce qu'à savoir que quand on est trop stimulé, ça fatigue aussi. C'est bien, mais les proches, les copains d'entraînement qui nous encouragent, oui, ça booste énormément. C'est vraiment hyper important, en fait, les encouragements et d'être entouré.
Donc là, ça va être un petit peu hors sujet comme un cheveu dans la soupe, mais c'est vraiment une technicalité. Mais je me suis toujours posé un peu la question, parce que comme moi, je fais pas de course et que voilà, le sport que je fais, c'est ponctuel. Quand on a ces règles, comment ça se passe ? Parce que bon, moi personnellement, ma petite heure de sport par semaine, quand c'est la mauvaise semaine, c'est très compliqué, fatigue, douleur, etc. Donc j'imagine pas à haut niveau sur des kilomètres. Alors, comme pour toi, hein, sur la petite heure de sport, on va dire la petite heure de course, il n'y a pas de... Bon là, c'est complètement gérable. Pour les gros événements, j'ai eu de la chance jusqu'à présent, ça tombait bien. Mais l'année dernière, j'ai fait une course qui a duré à peu près 7 heures. Et là, je te raconte pas la galère, parce que alors là, c'était le pire jour de mes règles. Et il a fallu se changer pendant la course. Je jouais le podium, notamment la 2e place avec une autre nana. Donc on a couru quasiment ensemble tout le long. Et quand tu dois te changer... derrière, en plus, on était dans le Cantal, donc il y a très peu de forêt. C'est plutôt Très nature. Très nature, mais surtout très désertique, avec très peu d'endroits pour se cacher. Donc au bout d'un moment, j'ai pu trouver un gros rocher. Mais voilà, il a fallu que je me cache d'une, et de deux, que je trouve le bon moment pour pas que la fille qui était derrière moi soit trop proche, parce qu'elle allait me doubler pendant que je faisais. Oui. Mais voilà, c'était ça en fait. Donc du coup, je me rappelle avoir pris énormément d'avance. J'ai forcé pour trouver un endroit pour me planquer. Et puis ensuite, voilà, donc là, ça va, j'ai fait vite, elle était revenue sur moi, mais elle m'a pas doublé. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est compliqué. D'autant plus qu'il pleuvait à fond ce jour-là. Donc oui, ça a été très, très, très compliqué. Mais en fait, tu as anticipé, parce que tu avais tes règles, qu'il fallait que tu ailles plus vite pour pas perdre ton avance. Exactement. Ça demande vraiment un calcul. Ah, ça demande un calcul. Ton tampon qu'il faut prévoir. Il pleuvait, donc il a fallu l'impacter dans un truc, dans une espèce de... dans un sac de congélation pour pas qu'il soit mouillé. Hermétique, voilà, tu récupères... Enfin bon, bref, le truc vraiment galère, voilà, qu'on essaie d'éviter. Enfin, si on peut, on l'évite. Mais bon, oui, non, c'est compliqué. Mais c'est un peu un handicap quand tu fais une course comme ça, parce que ça peut effectivement te faire perdre une place, quoi. Ah ben complètement, parce que bon, oui, complètement. Si elle m'avait doublé, alors j'aurais essayé de revenir dessus, mais oui, bien sûr, c'est un handicap. Et puis ça te coupe un peu les jambes de t'arrêter. Puis t'as mal au ventre aussi. Il n'y a pas que le côté... On parle pas. Ouais. Voilà, donc oui, tu prends un petit truc, un spasfon avant de partir, mais ton spasfon, il va pas faire effet pendant 7 heures, donc t'as mal au ventre. Donc non, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus des règles... chez les sportives, c'était un petit peu le sujet tabou pendant très longtemps. D'ailleurs, c'est pas un sujet sur lequel je suis toujours très à l'aise. Donc là, ça se voit pas. Franchement. Et merci d'ailleurs de ton témoignage, parce que moi, perso, c'est vrai que j'en entends pas beaucoup parler et je trouve que c'est important quand même de le dire. Mais oui, non, mais c'est super important, parce qu'on a l'impression que ça n'existe pas, mais en fait, c'est notre quotidien tous les mois chez les femmes. Et quand tu prévois une course, notamment quand tu as pris ton dossard 1 an en avance, alors là... même si tu fais ton petit calcul, non, tu sais pas vraiment comment ça va tomber. Et là, grâce à une cycliste professionnelle qui est un petit peu passée à côté de sa course assez récemment, elle a dit haut et fort, parce que ce jour-là, elle avait ses règles. Et du coup, ça permet à ce que les femmes en parlent. Ah oui, qu'elles ne s'en cachent pas, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, et qu'on sache aussi que parfois, malheureusement, du coup, elles partent avec une pénalité, l'air de rien. Exactement, voilà. Et puis, alors certaines prennent la pilule, mais d'autres non. Ça, c'est le choix de chacune. Oui, bien sûr. Voilà, donc... avec la pilule, évidemment, c'est beaucoup plus facile, puisque à la limite, ça coupe les règles. Ça coupe les règles, ou du moins tu peux prolonger ta pilule si tu veux pas que ça tombe pendant ta course. Oui. Mais il peut y avoir d'autres inconforts plus hormonaux et plus psychologiques aussi avec la pilule. Donc exactement. C'est à double tranchant. Exactement. Donc voilà. Donc après chacun ses choix, mais en tout cas, c'est important d'en parler, et c'est très bien que maintenant on en parle et que ce soit plus un sujet tabou. C'est vrai. Mais ça me fait rebondir quand on parle pilule, etc. Ça me fait rebondir un peu sur le sujet de la maternité aussi.
Parce que je sais que aussi beaucoup de sportives, vous avez un rapport avec votre corps, vous faites très attention, l'alimentation, le sport non-stop. L'idée de se dire, si je veux être maman, je vais devoir arrêter pendant 9 mois. Comment on appréhende ça ? Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas d'enfant, et alors pour des raisons diverses, mais tu as raison, parce que le fait d'être passionné de sport, comme je suis, a été une des raisons pour laquelle je n'ai pas fait d'enfant, parce que tu es obligé de t'arrêter. Tu es obligé de t'arrêter pendant ta grossesse, mais tu reprends pas non plus comme ça. Il faut que tu aies une rééducation du périnée. Tu peux pas reprendre la course à pied tout de suite, parce que faut que ton périnée soit béton. Tu prends du poids, tu as raison, c'est vrai, effectivement. Donc derrière, tu seras pas au top de ta forme non plus, parce que tu auras encore quelques kilos en trop. Oui, non, c'est sûr que c'est pas facile. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de femmes sportives ne pas avoir d'enfant, ou en faire qu'un seul pour pas revivre une deuxième grossesse. Mais il y en a aussi qui s'en sortent très bien. Et voilà, il y en a qui courent jusqu'à 8 mois de grossesse. Alors bon, ah oui ? Oui. C'est intéressant, je savais pas. Ça arrive, ouais. Alors si elles ont une grossesse facile, si elles oui, ont... bien sûr, voilà, sans risque. Sans risque, entre guillemets, parce qu'on peut jamais tout savoir, mais oui, exactement. A priori. Si tu tombes sur une grossesse à risque alors que tu avais prévu de faire du sport jusqu'à 8 mois de grossesse, c'est sûr que là, c'est plus pareil. Ouais. Mais il y en a qui arrivent, il y en a qui reviennent très bien derrière, donc non, c'est faisable aussi, hein, mais... c'est un challenge. Mais c'est un challenge, ouais. C'est un challenge, je pense qu'il faut le préparer, si c'est possible, parce que c'est pas toujours évident. Mais si possible, je pense qu'il faut le préparer, mais ça se fait. Il y a des femmes qui sont même revenues encore plus fortes des grossesses. Donc, ouais. Oui. Non, mais c'est hyper intéressant. Et puis, c'est aussi de la déculpabilisation que je pense qu'on essaie de faire. C'est de se dire, c'est super, celles qui vont être en capacité de faire un enfant et de se remettre et d'y retourner. Mais c'est tout à fait normal et c'est légitime de vouloir continuer, de ne pas s'arrêter et de ne pas forcément avoir d'enfant. Ce n'est pas une fin en soi aujourd'hui. Et je trouve qu'on me pointe beaucoup du doigt. Et c'est pas superficiel de vouloir continuer de prendre soin de son corps, de sportivement continuer tous ces challenges qu'on s'est lancés, parce qu'en fait chaque individu fait déjà ce qu'il veut, et que tant que ça lui convient et que c'est ce que la personne veut, on peut que le respecter et l'admirer. Il y a pas de... Je trouve que maintenant, on juge moins les filles, les sportives qui veulent ou ne pas avoir d'enfants, ou courir tard, parce qu'il y a eu une époque, hein, c'était ça, hein, une fille qui courait très tard, on va dire dans sa grossesse, elle était critiquée. Maintenant non, maintenant il y en a tellement que c'est devenu un petit peu dans les mœurs. Oui, ça s'est démocratisé. Ça s'est démocratisé, exactement. Et plus ça va continuer aussi dans ce sens-là. Ouais, c'est super, il faut continuer comme ça. Et en parlant du challenge, est-ce que tu as peur, ça t'arrive d'avoir peur de pas trouver, de plus trouver de challenge ? Par exemple, de se dire, là j'ai fait l'ultra trail, là je fais... Est-ce qu'il peut arriver un moment où tu sais plus quel challenge te lancer ? Non, il y a tellement de choix de courses maintenant que des ultra trails, il y en a toutes les semaines, dans le monde entier, même si on veut. Donc non, j'ai pas peur du tout de ça. Non, j'ai surtout plus peur à la limite de ne plus pouvoir y arriver en prenant un petit peu d'âge. Forcément, j'y suis pas encore, mais effectivement, à la limite, c'est plus ça la chose à laquelle je peux penser, c'est de me dire, il faut que j'en profite maintenant, parce que à un moment donné, ça s'arrêtera, ça c'est sûr. Mais je trouverai d'autres challenges à ma portée, il y aura aucun problème. Oui, je vois ça, toi t'as de la ressource, c'est sûr. Et c'est quoi le prochain défi, du coup ? Mon prochain défi à court terme, ça va être les 100 km de Millau.
Alors tu vas me dire 100 km, c'est rien vu les courses que j'ai fait en ultra trail, donc qui étaient de plus de 160, 150, 170 km. Mais en fait, les 100 km de Millau, c'est de la route. Donc le trail, c'est surtout sentier, chemin, éventuellement montagne. On alterne marche, on alterne course. Les 100 km de Millau, c'est de la route, que de la route. C'est 2 marathons et demi. Et c'est de la course à pied non-stop. C'est-à-dire que ça va être une allure assez soutenue pendant 100 km. Donc environ, j'espère, mettre moins de 9 heures. Donc voilà, donc là pour le coup c'est un nouveau challenge parce que je ne connais pas du tout cette discipline et je pense que ça va faire un petit peu mal. Donc ça c'est mon challenge sur court terme. Là j'attaque d'ailleurs, je reprends l'entraînement spécifique donc pour fin septembre. Sur du long terme, j'ai un projet qui n'est pas une course. Alors c'est un projet, est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas ? Donc j'aimerais traverser la France en courant. Donc c'est pas une course, ce serait un projet en off. Ça fait quelques années que j'y pense. Je sais pas trop comment le mettre en place parce que le problème c'est que ça va me prendre du temps et que je travaille. Donc forcément, je sais pas trop comment le mettre en place, mais en tout cas ce que j'aimerais c'est de le faire en autonomie. Donc peut-être prendre une tente, peut-être aller à l'hôtel. Enfin bon, ça c'est pas encore défini. Et faire, par exemple, un marathon par jour. Voilà. Donc de Brédune, qui est le point le plus haut, le plus au nord en France, et le plus au sud, je ne sais plus exactement lequel c'est. Je crois que c'est vers Perpignan, mais y a la commune, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc ça fait à peu près 1500 kilomètres. Et voilà, donc trop bien, j'adore. Ça serait un projet, comme je te dis, est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas, je ne sais pas. Oui, affaire à suivre. Affaire à suivre, exactement. Ouais, mais moi je connais quelques personnes qui ont traversé par exemple à vélo ou en voiture électrique, etc. et qui portaient avec eux un projet associatif où vraiment ils couraient pour une cause. Est-ce que ça pourrait t'inspirer de faire, d'associer finalement à ton challenge, à ton projet, une cause ? En fait, cette idée, elle est venue d'une fille, d'ailleurs, qui est en train de courir en ce moment. Elle traverse la France pour ramasser des déchets sur son parcours. Alors, elle est en relation avec des écoles pour faire un petit peu de la sensibilisation pour les enfants. Donc, c'est sur les enfants. Donc je trouve ça super. Je t'avoue que je n'ai pas encore trouvé ma cause, mais oui, pourquoi pas. Oui, ça serait intéressant, mais il faudrait que peut-être plus dans l'environnement, parce que c'est plus ça qui me porte, on va dire. Ouais, c'est bien, puis c'est cohérent avec ce que tu fais. Mais merci beaucoup, on va clôturer le podcast avec une petite question. J'ai cru comprendre, on peut gagner de l'argent en fait en courant ? Oui, certaines courses. Ma dernière course, là, j'ai fait un marathon du côté de Béziers, un marathon que j'ai gagné. Et à ma grande surprise, lors de la remise des récompenses, on me donne un bouquet de fleurs et un très gros chèque. Donc ça a été un petit peu une surprise, mais oui, effectivement, on peut gagner de l'argent. Alors je ne fais pas ça pour ça, puisque bien d'ailleurs sûr. je n'y allais pas du tout pour ça. Mais oui, c'était la 3e fois, dont sur 2 marathons et un semi-marathon, où j'ai gagné de l'argent, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Tant mieux, on les prend. Exactement. C'est marrant parce que je me disais pas, alors mais ce qui est bizarre, parce que je me disais pas qu'on pouvait gagner de l'argent en participant aux courses, alors que je sais pertinemment que sur certains tournois, même les petits tournois de chez nous, à la pétanque, etc., on a toujours un petit pécule à la fin. Et la course, je sais pas pourquoi, ça ne m'a pas traversé l'esprit, qu'on peut aussi gagner un chèque. Non, on gagne beaucoup de bons d'achat. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout gagner, c'est des produits locaux, notamment alimentaires. Ça, j'adore. Voilà. Je crois qu'on comprend bien que tu es bien gourmande. Hein, oui. Tu as tout à fait compris. Les douceurs. Exactement. Merci beaucoup, Alice, de t'être prêtée au jeu, d'être venue aujourd'hui. Et je suis très contente d'avoir pu en apprendre plus sur toi, parce que l'air de rien, on se connaît, mais
Mais il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas finalement sur les gens qu'on croit connaître. Donc, je suis ravie. Ben, moi aussi. Merci à toi. Et passe une belle journée. Merci, toi aussi. Ciao, ciao. À la prochaine.